Alors nous sommes ici au cœur de la vallée de l'Hérault et précisément au cœur du Val de Gélone, qui s'est développé au XIe siècle autour de l'abbaye de Gélone, fondée en 804 par Guillaume. Alors Guillaume, c'est un personnage historique, épique, légendaire, très important que l'on connaît bien mal, et pourtant, il a avec son ami Benoît d'Aniane écrit une page de notre histoire. Alors Guillaume, il voit le jour en 750, il est le petit-fils de Charles Martel et il entre dans l'histoire à partir de l'an 790, au moment où son cousin Charlemagne le nomme vice-roi d'Aquitaine. Là, il va administrer l'Aquitaine, mais il va surtout se voir confier une mission, asseoir par les armes l'autorité de Charlemagne dans une région toute proche qui s'appelle alors la Septimanie. La Septimanie, ça correspond à notre Languedoc-Roussillon actuel. Donc à partir de 790, Guillaume va livrer de nombreux combats en Septimanie. Contre qui? Eh bien contre les Sarrasins qui étaient présents. Et donc ces combats vont largement être relayés par les troubadours dans la geste de Guillaume d'Orange. On parle d'ailleurs de geste de Guillaume d'Orange parce que Guillaume va entre autres libérer la ville d'Orange, la ville provençale d'Orange, qui était aux mains des Sarrasins. Alors on ne peut pas évoquer aujourd'hui trop longuement les combats livrés par Guillaume, mais si on doit parler d'une bataille, il faut parler de la plus importante, celle qui va marquer son apogée, l'apogée de sa carrière militaire. Je veux parler de la bataille de Barcelone. Cette prise de Barcelone, elle est importante pour Charlemagne parce que grâce à la prise de Barcelone, Charlemagne contrôle les Pyrénées qui deviennent une zone tampon, une zone de protection entre l'Empire carolingien et l'Espagne musulmane. Alors à l'issue de ce combat, Guillaume va véritablement être auréolé de gloire. On dit qu'il est nommé premier porte-enseigne des armées de Charlemagne. En définitive, Guillaume est le ministre de la guerre de Charlemagne. Pourtant, malgré tout ce que son rang lui confère alors d'honneur, de pouvoir et de richesse, dès 804, Guillaume va renoncer à tout cela pour venir ici au Val de Gélone fonder un monastère. Donc Guillaume en 804 se retire du monde d'ici au Val de Gélone et il va emporter dans sa retraite une précieuse relique du bois de la croix du Christ, cadeau que Charlemagne lui fait en remerciement de ses bons et loyaux services. Et c'est ainsi que le site de Saint-Guillaume-le-Désert voit le jour, donc avec l'arrivée de Guillaume, ici dans cette vallée, et la fondation de ce monastère, donc au tout début du IXe siècle. Fondation qui sera appuyée, soutenue par un ami très cher et très important de Guillaume. Cet ami, c'est Vitizza, un prince wisigoth issu de Villeneuve-les-Maguelones, à côté de Palavas-les-Flots, mais prince wisigoth que l'on connaît beaucoup mieux sous le nom de Saint Benoît d'Aniane. Et Saint Benoît d'Aniane, c'est le tout premier qui est venu en vallée de l'Hérault pour y fonder un monastère en 782. C'est un ami de Guillaume, comme je l'ai dit. Les deux hommes ont été élevés à Aix-la-Chapelle avec Charlemagne, à la cour de Pépin le Bref. Ils sont tous les deux destinés à une carrière militaire. Guillaume va s'illustrer, notamment à Barcelone, on vient de le voir, alors que Vitizza va très vite s'enfuir pour se consacrer à Dieu. Et il va, lui, connaître une carrière monastique assez fulgurante jusqu'à 782, donc son arrivée à Aniane où il fonde son monastère. Et là, il va éprouver toutes les règles monastiques connu à cette époque-là. Il va particulièrement s'attarder sur la règle de Saint Benoît de Nursie, l'italien, qui avait été fondée au VIe siècle. Cette règle, il va l'éprouver, la tester, la réformer. Et en 817, sous l'impulsion de Louis le Pieux, il va l'imposer à travers toute l'Europe. À côté de la figure historique, Guillaume est devenu au fil des siècles l'archétype du chevalier idéal grâce à la geste de Guillaume d'Orange qui l'inspire. Et il va donc inspirer pendant 4 siècles les troubadours européens. Et pendant 4 siècles, dans toute l'Europe, on va célébrer les exploits de notre Guillaume local que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Saint-Guillaume et qui a d'ailleurs donné son nom au village qui s'appelle Saint-Guillaume
le désert. Prêt-vous ouïr de grandes batailles et de forts étours, de déramer d'une dressarage inours, on y brigade. Alors Saint-Guilhem-le-Désert, pourquoi? Eh bien en raison de Guilhem, qui le premier est venu donner vie à cette vallée en 804 en venant fonder son monastère. Et le désert, eh bien le désert symbolise ici la retraite spirituelle de ce grand soldat devenu moine. Ces hommes l'aiment d'ours, et souvenez-vous d'Avivien le Prou. Ce qu'on peut dire, c'est que Guilhem nous a laissé un formidable héritage. Ce lieu exceptionnel, ce village qui porte son nom, et puis surtout cette abbaye de Gélone, reconstruite au XIe siècle et qui s'impose comme un pur symbole du premier art roman languedocien, avec toutes les caractéristiques qui l'accompagnent, c'est-à-dire une sobriété absolue lorsque l'on pénètre dans cet édifice. Sobriété, mais qui est à modéré peut-être parce qu'aujourd'hui le lieu nous apparaît pierre à nu. À l'époque médiévale, il était recouvert de badigeons décorés peints. On a ici aussi une construction exceptionnelle de par sa hauteur, puisque la voûte en berceau de cette abbaye culmine à 18 mètres de haut. C'est très important, c'est très très haut pour un édifice de cette période. On a également un édifice relativement bien éclairé pour un édifice roman. À Madame Comtesse, va donc frère cigarne de Moulis, qui monte les grands madrines de gris. Édifice qui bien évidemment va connaître les vicissitudes de l'histoire, puisque après une période d'apogée qui s'étire jusqu'au XIIIe siècle, eh bien, le XIVe siècle, avec l'introduction de la commande, on va avoir des périodes un peu creuses, on va avoir des dégradations, notamment au moment des guerres de religion. Les protestants vont venir bûcher les sculptures, et puis il y aura la dissolution de l'ordre monastique à la Révolution française. La chance que nous aurons ici par rapport à d'autres édifices, c'est que l'église va devenir l'église paroissiale, elle va donc être préservée. En revanche, les bâtiments conventuels, dont le cloître, eux, vont être vendus parmi les biens nationaux. Donc après la Révolution, on va avoir tour à tour une filature, une tannerie qui seront installées dans les bâtiments conventuels, notamment autour du cloître. On comprend bien que cet élément-là va contribuer bien, à la dégradation de cet espace. Et puis on aura surtout en 1817, au XIXe siècle, une crue du ruisseau Verdus, le petit cours d'eau qui traverse le village, qui va accélérer le processus de dégradation de ce cloître. Nous sommes alors au XIXe siècle, personne ici n'a conscience du patrimoine qui s'offre, personne ici n'a les moyens de relever, et c'est donc presque naturellement que ce cloître qui est en train de se déliter va être transformé en carrière de pierre, et on va ainsi vendre les pierres du cloître aux quatre coins de la région. Eh bien, comme matériau de construction, on pourra accessoirement emporter avec soi un élément sculpté si le cœur nous en dit. Alors parallèlement à ce démontage, on aura également un autre mouvement qui lui va quelque part sauvegarder ces pierres, puisqu'on va avoir des collectionneurs, des amateurs d'antiquité. C'est le mouvement romantique qui voit le jour, et ces amateurs collectionneurs vont venir chercher des pierres sculptées ici, réunir des collections. La plus belle, c'est celle de Maître Vernière à Agnan, qui va réunir 150 éléments. Ces 150 éléments, malheureusement, au début du XXe siècle, seront vendus tour à tour à un antiquaire puis un architecte, et ces pierres partiront en 1913 aux États-Unis, où elles sont aujourd'hui exposées. J'ai évoqué le caractère exceptionnel de cette construction, la construction 11e. Il faut aussi évoquer le caractère exceptionnel du cloître. On a parlé de son histoire tragique, oui, mais il faut quand même préciser que ce cloître, au Moyen-Âge, était considéré comme le plus beau cloître roman de son temps. Alors, le cloître de l'abbaye de Gélone va être construit en 3 temps. Au XIe siècle, au moment de la construction de l'abbaye, ou plus précisément reconstruction, on va construire 2 galeries, elles subsistent aujourd'hui à peu près encore. On peut les voir quand on se balade dans l'édifice. Au XIIe siècle, on achève le cloître par 2 galeries, et c'est ces galeries qui étaient particulièrement exceptionnelles. On a utilisé ici le calcaire de la Liquière, qui est un calcaire d'une finesse extraordinaire, qui a les caractéristiques du marbre de Carrare, et qui a permis ici une sculpture tout à fait exceptionnelle, avec des
plis, avec l'utilisation abondante du trépan, hein, ces petits trous qui viennent donner du volume et de la lumière, de la profondeur aux sculptures. Ici à Gélone, au XIIIe siècle, on construira même un étage supérieur à ce cloître. Donc au total 8 galeries. Alors pourquoi un étage supérieur? Eh bien pour mettre en relation le dortoir des moines avec le chœur des moines qui au XIIIe siècle va se trouver surélevé, installé au niveau de l'orgue actuel. Pourquoi? Eh bien parce que les moines qui sont des moines bénédictins vivent dans l'enceinte de la clôture, isolés du monde extérieur, mais dans le même temps, ce monastère accueille des pèlerins. Ils sont nombreux à venir, ces pèlerins, et pour permettre à tout le monde de coexister, eh bien la vie monastique, à partir du XIIIe siècle, s'installe en hauteur. Donc un cloître qui comprenait 8 galeries, dont 2 galeries 12e exceptionnelles. Aujourd'hui, il n'en reste que 2, je l'ai dit, hein, les pierres ont été dispersées et beaucoup sont perdues à jamais, c'est vrai. Mais on a quand même une belle collection qui se trouve aujourd'hui au Musée des Cloîtres à New York, hein, donc les 150 éléments de la collection Vernière. Et puis, depuis quelques mois, eh bien, il y a un mouvement comme ça qui se crée avec des retours de pierre. On a notamment retrouvé un très très beau chapiteau 12e à décor de feuilles d'acanthe qui est le décor par excellence à Saint-Guilhem. On a retrouvé au château de Jonquière un très très beau témoin de cette période-là et les propriétaires du château de Jonquière nous l'ont offert. Et il y a un mouvement comme ça qui est en train de voir le jour avec, on l'espère, d'autres retours parce que on le sait, partout autour de Saint-Guilhem-le-Désert, dans les villages voisins, il y a des pierres dans les maisons, dans les constructions. Les gens peut-être ignorent même d'où elles viennent. En tout cas, il est bon de leur rappeler que s'ils ont une pierre un peu particulière sculptée, il est probable qu'elle vienne de Saint-Guilhem-le-Désert. Donc voilà, l'appel est lancé en tout cas. Sit et benedictio